Je ne sais pas à qui j'écris ceci ni pourquoi. Après tout, c'est la fin du monde, donc tout le monde sait tout ce que j'ai à dire de toute façon. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression que je dois le raconter à quelqu'un, alors... Cela a commencé par de légères secousses provenant du sous-sol. Personne n'y a vraiment prêté attention, surtout dans les régions à forte activité sismique. Les gens pensaient que ce n'était que des tremblements de terre mineurs. Ils en parlaient dans les journaux, mais peu s'en souciaient. Mes parents, je n'avais que 12 ans à l'époque, étaient parmi ceux qui s'en souciaient, mais gardons cela pour plus tard. En un an seulement, les secousses sont devenues beaucoup plus fortes et plus fréquentes. Dans certaines régions, elles se sont transformées en véritables tremblements de terre, causant beaucoup de dégâts dans les villes et les villages. Pire encore, des volcans auparavant en sommeil ont commencé à se réveiller. Les gens du monde entier ont commencé à s'alarmer. Les scientifiques ont beaucoup parlé du changement climatique et de l'impact de l'humanité, mais il était évident que personne n'avait vraiment de réponse définitive. La situation ne s'est pas améliorée non plus. Au fil des mois, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques ont progressivement augmenté en puissance et en fréquence. Au début, une seule catastrophe naturelle majeure par mois était signalée, mais en 2 ans, il y en a eu au moins 4 dans la même période, aux 4 coins du monde. Même les régions normalement calmes ont souffert de tremblements de terre, et des tsunamis en ont résulté. Les gens ont essayé de s'adapter, mais tout se déroulait trop vite pour pouvoir réagir de manière adéquate. Tout ce qu'il nous restait à faire était d'apprendre à être toujours prêts à quitter nos maisons et à nous enfuir. Nous avons renoncé à la construction de grands immeubles d'habitation robustes et avons opté pour des maisons légères imprimées en 3D. Elles étaient facilement détruites, mais aussi facilement construites, ce qui était un énorme avantage. Les articles de luxe perdaient rapidement de leur valeur, tandis que l'électronique mobile et les outils de survie se vendaient de plus en plus cher. Les gens commençaient à vraiment apprécier ce qu'ils avaient et à s'apprécier les uns les autres. Les voisins s'entraidaient et des villes entières unissaient leurs efforts pour construire des communautés fortes et se préparer au pire, ensemble. Puis le pire est arrivé plus tôt que prévu. La planète entière a été secouée par un tremblement de terre titanesque. Nous avons pensé que c'était la fin pour nous tous, car le sol a tremblé pendant des heures et n'a cessé que le lendemain. Par la suite, des rapports sont arrivés de la côte atlantique. L'océan s'était retiré, laissant de vastes étendues de sable et de coraux nus. Des équipes de recherche sont parties en hélicoptère à la recherche des causes de ce cataclysme et ont trouvé l'impensable. Il y avait un énorme tourbillon au milieu de l'Atlantique, des centaines de fois plus grand que le plus grand trou d'eau du monde. L'eau de l'océan s'écoulait dans ce gigantesque évier, comme si quelqu'un avait retiré le bouchon du fond. Dans un sens, c'est exactement ce qui s'est passé. Les plaques tectoniques sous l'Atlantique se sont séparées, formant une énorme brèche dans le fond. Du magma bouillonnant s'est déversé, mais a été éteint par la masse d'eau impressionnante, qui s'est ensuite précipitée dans l'abîme. L'eau s'est engouffrée si rapidement que le niveau général de l'eau a baissé en quelques heures. L'événement a été surnommé la Grande Faille Atlantique, mais ce n'était encore que le début. Avec l'augmentation de la fréquence des tremblements de terre et des éruptions, la configuration des vents dans le monde entier a changé, ce qui a entraîné des ouragans massifs. Il semblait que la planète entière était contre ses habitants. Mais comme je l'ai dit plus tôt, mes parents étaient ceux qui s'en souciaient le plus, et ils devaient en connaître la raison. Ils étaient géologues à l'Agence spatiale internationale, qui a poursuivi ses recherches malgré tous les cataclysmes. Et ce sont eux qui en sont venus à la conclusion affligeante, pour une raison inconnue, la Terre avait commencé à s'agrandir. Cela expliquait tout, les séismes de plus en plus fréquents sont causés par le mouvement des plaques tectoniques. Le magma en mouvement a été poussé du manteau vers la croûte et a éclaté à la surface à des endroits exactement adaptés à cela, les volcans. Et cela signifiait qu'il y aurait d'autres événements comme la Grande Faille Atlantique, mais encore plus catastrophiques. 1 an plus tard, nous avons déménagé pour nous installer au sein de l'agence avec les familles des autres employés et des chercheurs. Les bâtiments étaient ultra résistants. Nous étions donc protégés des atrocités de l'extérieur. Nous avons accueilli autant de personnes que possible, mais bien sûr ce n'était pas suffisant. Des millions d'autres ont été laissés, livrés à eux-mêmes, et nous ne pouvions qu'espérer que tout le monde était en sécurité. À ce moment-là, comme l'estimaient les scientifiques, la planète avait déjà grandi 1,5 fois sa taille d'origine. Et à première vue, le rythme auquel elle se développait s'accélérait. Au cours d'une autre année de notre vie de bunker, nous l'avons vu grandir 2 fois plus. Des crevasses encore plus grandes que celles de l'Atlantique ont surgi dans différentes parties du monde, provoquant un chaos généralisé. Tout le monde est alors parti vivre sous terre, où c'était relativement sûr. Les communications entre les continents étaient pratiquement perdues et tout ce que nous avons appris sur la situation susmentionnée provenait d'expéditions audacieuses menées par des scientifiques. La planète a été ravagée par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des tsunamis et des ouragans qui se produisent presque quotidiennement maintenant. La vie à la surface était pratiquement impossible.
C'est alors que l'équipe combinée de chercheurs et d'ingénieurs a soudainement trouvé la solution sur laquelle elle travaillait depuis 5 ans. Ils l'ont appelée l'Arche. Plusieurs équipes ont convenu de construire d'énormes vaisseaux spatiaux pour évacuer l'humanité ainsi que les espèces animales, les poissons et les insectes survivants au cas où la Terre se désagrégerait. Et le moment qu'ils redoutaient est finalement arrivé. Tout le monde dans les bâtiments de l'agence, y compris mes parents et moi-même, a été escorté jusqu'à un énorme hall où se trouvait l'une des arches. Toutes les autres personnes du continent qui ont réussi à venir étaient également là. On nous a donné des papiers d'identité et nous avons ensuite été autorisés à embarquer. Chaque personne a reçu une capsule séparée qui devait nous maintenir en hibernation pendant toute la durée du voyage dans l'espace. On nous a dit que nous étions les colons, les pionniers de la colonisation de l'espace. Nous allions sur Mars. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé ici où j'écris tout cela. Nous avons réussi à monter à bord de l'Arche et nous avons été endormis dans nos capsules. Quand je me suis réveillé, nous étions déjà en train d'atterrir. Je ne vais pas t'assommer avec les détails de la terraformation et de l'installation dans notre nouvelle maison. Au début, nous portions tous des combinaisons spéciales équipées de réservoirs d'oxygène, mais bien vite, nous avons construit un dôme avec une atmosphère artificielle et commencé à rendre le territoire habitable, à la fois pour nous et pour les animaux que nous avions amenés. 10 ans se sont écoulés depuis lors. Nous nous sentons presque chez nous sur la planète rouge, qui n'est plus vraiment rouge. Il y a des forêts luxuriantes et de grandes villes qui s'étendent tout autour. Mars est inactive, il n'y a donc pas de tremblement de terre ni d'ouragan ici. La vie est assez paisible, bien qu'elle soit extrêmement active avec tout le travail qu'il reste à faire. Mais pendant tout ce temps, nous avons tous regardé avec anxiété notre planète natale s'agrandir. Au début, elle était à peine visible dans le ciel nocturne, mais au fil des mois, elle est devenue de plus en plus apparente, jusqu'à ce qu'un jour elle puisse être observée en détail à l'œil nu. Aujourd'hui, elle a la taille de la Lune dans notre ciel et est visible même à la lumière du jour. Le Soleil semble beaucoup plus petit d'ici qu'il n'était vu de la Terre. Donc en gros, notre planète natale semble maintenant plus grande que son étoile. Grâce au télescope, nous pouvons voir sa surface couverte de cicatrices et de fissures des dizaines de fois plus grandes que le Grand Canyon. Il n'y a plus de mer et d'océan, et les continents ont dérivé au loin. Le monde autrefois vert et bleu si accueillant est maintenant une terre stérile et désolée, bouillonnante de feu et de soufre. Le Soleil n'aide pas non plus. Quand la planète était petite, l'étoile baignait dans sa lumière et sa chaleur, lui donnant vie et énergie. Aujourd'hui, comme la Terre est 100 fois plus grande, le Soleil brûle sa surface et les restes de son atmosphère. Mais même cela, ça n'est pas tout. Avec la taille, la gravité a aussi augmenté. Étant si grande et massive, la Terre est entrée en collision avec la Lune, la consommant presque entièrement. Vénus, qui était similaire à la Terre précédente, a commencé à être tirée vers la planète qui a soudainement grandi. Et la Terre elle-même gravite lentement vers le Soleil. Les scientifiques disent qu'un jour, elle absorbera d'abord Vénus et Mercure, puis brûlera complètement sous la chaleur du Soleil. Waouh! Tout ce que j'espère maintenant, c'est de ne jamais le voir de mes propres yeux. Ah, la Terre, notre maison, le 3e rocher bleu en provenance du Soleil, la seule planète connue où la vie puisse prospérer. Nous avons environ 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% d'argon, de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, plus ou moins un équilibre parfait pour assurer notre respiration. La troposphère est la partie la plus basse et la plus dense de l'atmosphère terrestre, d'une épaisseur de 8 à 14 km. C'est une partie de l'atmosphère qui modifie sans cesse notre météo. Pour que la vie puisse exister, nous aurions besoin de cette atmosphère et de la même combinaison de gaz pour respirer. Si toutes les planètes de notre système solaire étaient combinées pour devenir une méga-Terre, les humains n'auraient pas évolué comme nous le faisons aujourd'hui et notre planète serait très différente. Si nous prenons le paysage de Mars, nous n'aurons que des terres solides sans grandes étendues d'eau. La Terre est la seule planète de notre système solaire avec des étendues d'eau. L'une des premières merveilles à voir sera l'Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire. Il surpasse de loin le mont Everest à 23 000 mètres au-dessus du sol. Valles Marineris est un groupe de canyons qui ferait passer le Grand Canyon des États-Unis pour un canyon ordinaire. Cette merveille s'étend sur près de 4000 km et a une profondeur de plus de 6 km. En plus de ces terrains gigantesques, il y a beaucoup d'autres endroits sur Mars qui sont beaucoup plus grands que ceux sur Terre. Notre planète pourrait être aussi grande que Jupiter. Si la Terre avait la taille d'un raisin, alors Jupiter aurait la taille d'un ballon de basket. Nous aurions la taille de Jupiter et les anneaux de Saturne flotteraient autour de nous. Les anneaux peuvent sembler être de gros morceaux de roche flottant dans le vide, mais ce sont en fait des particules de glace et des morceaux de roche glacés. Leur taille varie de celle d'un caillou à celle d'une voiture. Les anneaux de Saturne sont soutenus par la gravité particulière de la région.
Avec cette quantité de roches glacées qui flottent dans le ciel, il n'y aurait pas beaucoup de lumière solaire qui entrerait sur la planète. Ce qui signifie que la planète serait toujours plus froide que la normale. Sans parler des nombreuses lunes qu'elle possède. Notre mégaplanète pourrait aussi avoir de nombreuses lunes qui tourneraient au-dessus de nous, contribuant au raz-de-marée. Jupiter est connu pour sa tache rouge, une zone 2 fois plus grande que la Terre, où des tempêtes semblables à des ouragans se succèdent depuis des centaines d'années. Les habitants de la mégaterre s'installeront loin d'elle. Mercure est une planète, mais ressemble à la Lune en raison de tous les cratères qui se trouvent dessus. Cela est dû aux nombreux astéroïdes et comètes qui l'ont frappé au cours de milliards d'années. Mais le paysage ici se compose principalement de montagnes, de hauts plateaux, de falaises et de vallées. Le bassin Caloris fait presque 1600 km de large. On pense qu'il a été formé par une comète. Les déserts de la Terre sont principalement chauds et se composent de dunes de sable, mais ils ont aussi des plaines plates et de petites collines. Le plus grand désert du monde est le continent antarctique tout entier. Mercure n'a pas d'atmosphère pour retenir la chaleur. Elle devient donc très chaude lorsque le Soleil lui fait face et glaciale lorsque la planète lui tourne le dos. Sur cette mégaterre combinée, les déserts auront très probablement un paysage similaire à celui de Mercure. Les animaux qui vivront ici seront probablement des scorpions géants et des serpents du désert qui profiteront du soleil pendant la journée et partiront à la chasse la nuit. Mais la montée en flèche des températures diurnes ferait fondre toute chose qui y marcherait. Et même si Mercure est la planète la plus proche du Soleil, ce n'est pas la plus chaude. Vénus a des températures de près de 480 degrés Celsius. Les scientifiques pensent que les terres ici sont plates à cause des températures extrêmes. Mais tout n'est pas plat. Il y a quelques volcans et des zones montagneuses. Nous pouvons probablement trouver ce terrain et ce climat près de l'équateur, puisqu'il y fait toujours chaud. Les humains ne peuvent pas y vivre, sauf s'ils construisent des dômes spéciaux pour maintenir la vie. Mais comme la planète est maintenant immense, il n'est pas nécessaire de peupler tout son territoire. Certaines zones auront l'atmosphère adéquate pour respirer, mais d'autres endroits n'auront pas ce luxe. Au pôle, le climat ressemblera très probablement à celui de Pluton, même si techniquement ce n'est plus une planète. En 2006, elle a été officiellement déclarée planète naine, et elle est encore plus petite que la Lune. On ne sait pas grand-chose de cette petite roche flottante, si ce n'est qu'elle est composée d'environ 70% de roche et de 30% de glace. Les scientifiques pensent qu'une partie de sa surface est couverte d'azote gelé et de méthane, d'éthane et de dioxyde de carbone solide. Comme la mégaplanète est énorme, la gravité pourrait être assez forte ici. La gravité de Jupiter est suffisante pour doubler notre poids. Les humains seront probablement très massifs pour correspondre à cette énorme planète. Même les océans seront énormes. Nos océans ressembleront à de petits lacs comparés à ce que la mégaterre nous réserve. Les humains ont besoin de quelque chose de proche de 24 heures dans une seule journée. Notre corps s'y est très bien adapté. Mais cela ne nous affecterait pas trop si la journée avait quelques heures de plus ou de moins. Nous ne pouvons vivre sur aucune autre planète sans porter l'équipement approprié. Nous ne tiendrions pas plus de quelques secondes dans des endroits comme Jupiter, Neptune et Saturne. Il est possible de tenir aussi longtemps que tu peux retenir ton souffle sur Mars. L'atmosphère est mince et la gravité est similaire à la nôtre, mais tu risques de geler. Même s'il s'agit d'une planète rouge, elle est en fait très froide et possède des calottes glaciaires au pôle recouvertes de dioxyde de carbone. C'est la même chose pour Mercure. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu peux retenir ta respiration et en te trouvant dans la zone idéale entre le lever et le coucher du soleil. Les civilisations antiques n'auraient pas été aussi diverses que sur Terre, car les terrains et les conditions extrêmes n'auraient pas permis les explorations et les échanges. Mais au fur et à mesure que les humains développeraient des technologies spéciales pour certaines régions, différentes cultures émergeraient. De nombreux animaux auraient également évolué de manière spécifique et unique. Mais en raison de l'énorme taille de la planète et de son isolement, et du fait de leur position au sommet de la chaîne alimentaire, certains animaux pourraient avoir été présents depuis les débuts de la planète sans évoluer. Il est donc possible que cette mégaterre abrite d'anciens dinosaures et qu'ils soient encore plus grands que ceux de la Terre. Et même s'il y a de fortes chances que certains humains soient physiquement différents les uns des autres, il pourrait même y avoir plus d'une espèce humaine vivant aux deux extrémités de la planète. En raison de leur isolement, ils ont évolué à leur manière en fonction de leur environnement. Au fil des siècles, les progrès technologiques ont permis de diffuser les diverses cultures et nous sommes devenus plus ouverts les uns aux autres. Les Néandertaliens et les Homo sapiens vivaient autrefois côte à côte et étaient considérés comme les deux espèces d'humains.
Les Néandertaliens étaient intelligents et utilisaient des outils pour chasser et dessiner. L'Homo sapiens est un survivant qui s'est déplacé pour découvrir de nouvelles terres. Il pourrait y avoir 2 espèces humaines dominantes et d'autres mineures qui vivraient dans certaines régions de la mégaterre. Ils seraient plus grands, plus forts et plus rapides que nous. Ceux qui vivent près des arbres auraient des membres allongés pour s'étirer et se balancer d'arbre en arbre. Ceux qui vivent dans les savanes risqueraient de courir très vite et d'avoir de longues jambes pour cela. Les pays et les villes seraient plus grands que ceux de la Terre actuelle. Un pays pourrait être aussi grand que la Terre elle-même. La population humaine pourrait atteindre des dizaines de milliards d'individus. Des technologies de transport spéciales pourraient être inventées pour permettre aux gens de voyager d'un continent à l'autre. Parcourir ces distances pourrait prendre des mois, voire des années, avec des avions ordinaires. Des trains à grande vitesse qui se déplaceraient très vite sur la Terre et des avions semblables à des fusées dans le ciel. Pour voyager à travers les océans, il faudrait des navires extrêmement robustes. Traverser l'océan Atlantique est déjà effrayant pour beaucoup. Alors imaginez un voyage à travers une masse d'eau qui ferait potentiellement 8 fois la taille de la Terre. Nous aurions besoin d'un plus gros bateau. Il y aurait des zones à éviter, comme la tache rouge et ses tempêtes perpétuelles. Mais l'industrie touristique pourrait avoir une chance d'accueillir tous ceux qui veulent la voir. Vivre sur une planète aussi gigantesque n'est pas près de devenir une réalité pour la plupart d'entre nous. Mais les scientifiques discutent déjà de la possibilité de se déplacer vers d'autres planètes afin de trouver un nouveau foyer pour l'humanité. Nous voyageons dans l'espace à la vitesse de la lumière. Le trajet de la Terre au Soleil à cette vitesse ne prendra que 8 minutes. Mais il nous faudra environ 35 ans pour atteindre notre destination. Ce qui est, soit dit en passant, encore très rapide. En comparaison, une fusée classique mettrait environ 600 000 ans pour faire le trajet. Et nous voilà arrivés. C'est un système stellaire étrangement très similaire au nôtre. Et nos scientifiques soupçonnent que la vie pourrait exister ici, tout comme sur Terre. Une naine rouge, qui fait 30% de la taille et du poids du Soleil, se trouve au cœur de ce système stellaire. Mais ce sont les planètes en orbite autour de l'étoile qui nous intéressent ici. La première d'entre elles est L9859b. Sa taille la situe quelque part entre la Terre et Mars, mais elle est très légère. Elle fait seulement la moitié de la masse de Vénus. Toutefois, la vie est impossible sur cette planète rocheuse. Elle est trop proche de l'étoile et elle est si chaude que tu brûlerais ton gâteau si tu essayais de le faire cuire à sa surface. Elle fait environ 100 degrés de plus que la température maximale de ton four. Cette planète fait un tour complet autour de son étoile en seulement 2 jours, contre 365 pour la Terre. Et elle reçoit 22 fois plus d'énergie de son Soleil que nous en recevons d'une autre. Il n'y fait donc pas seulement chaud, il y a aussi énormément de radiation dangereuse. La planète suivante se trouve à 4,6 millions de kilomètres de son étoile hôte. C'est 13 fois plus proche que Mercure ne l'est du Soleil. Et elle accomplit une révolution complète autour de son étoile en 3,7 jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette planète est 30% plus grosse que la Terre et 2 fois plus lourde. Elle appartient donc à la classe des planètes dites super-Terre. Ces planètes peuvent être riches en glace d'eau, en méthane et en hydrogène. Ce sont certains des éléments nécessaires à la vie. De nombreux scientifiques pensent que c'est sur de telles planètes que des civilisations extraterrestres pourraient vivre. Mais en raison de son grand poids, cette planète a une grande force gravitationnelle. Il se peut donc que ces civilisations soient dans l'impossibilité de s'envoler dans l'espace, car il est plus difficile d'échapper à la force d'une super-Terre. Cependant, son environnement n'est pas propice à la vie, car elle est encore trop proche de son étoile hôte. Tout comme dans notre système solaire, les 2 planètes les plus proches sont trop chaudes, mais la 3e planète semble plus prometteuse. L9859d. Elle est presque 2 fois plus lourde que la Terre et 50% plus grosse. Les scientifiques ont calculé qu'environ 1/3 de sa masse pourrait être composée d'eau. À titre de comparaison, l'eau sur Terre ne représente que 0,02% de sa masse totale. La présence d'eau est la principale condition pour que la vie apparaisse quelque part, mais nous ignorons où cette eau se trouve. Il se peut qu'elle soit à la surface, mais les températures élevées peuvent transformer les grands océans en de gigantesques nuages de vapeur. L'eau pourrait aussi se trouver en dessous de la surface, dans les couches souterraines. Nous ne pouvons pas encore le savoir avec certitude. Passons donc à la planète suivante de ce système stellaire. Cette planète, récemment découverte, fait partie de la classe des super-Vénus. L9859e. C'est une planète rocheuse qui fait 3 fois la taille de la Terre. La classe super-Vénus signifie que la planète est assez lourde pour avoir une atmosphère. Mais les conditions qui y règnent ressemblent à celles que l'on trouverait dans une serre.
Différents gaz y remplissent l'atmosphère. Les rayons solaires traversent ces gaz jusqu'à la surface de la planète, où ils se reflètent et repartent vers le haut. Mais la densité des différents gaz ne les laisse plus quitter l'atmosphère. La planète devient donc de plus en plus chaude, c'est l'effet de serre que nous essayons si fort d'éviter sur Terre. En plus de cela, le vent stellaire entraîne la vapeur d'eau et d'autres éléments des couches supérieures de l'atmosphère dans l'espace. La vie ne peut pas exister sur une telle planète, et elle ne pourrait jamais y apparaître. Tout comme sur Vénus, la sœur jumelle de la Terre. Jusqu'à présent, toutes les planètes que nous avons examinées sont en dehors de la zone habitable de l'étoile hôte. Cette zone se trouve à une distance parfaite de l'étoile, pas trop près pour que la planète ne soit pas trop chaude et que l'eau ne s'évapore pas instantanément, et pas trop loin pour que la planète ne ressemble pas à un désert glacial. Les planètes B, C, D et E sont trop proches de l'étoile hôte. Mais il y a une autre planète hypothétique dans ce système stellaire située juste dans cette zone. Cette potentielle super-Terre serait 2,5 fois plus lourde que notre planète à nous. Nous avons donc l'espoir qu'il s'agisse d'un monde rocheux, tout comme les autres planètes de ce système stellaire. Le poids de la planète F est suffisant pour qu'elle possède une atmosphère dense, et la température à sa surface devrait permettre la présence d'eau sous forme liquide. La planète fait un tour complet autour de son étoile hôte en 23 jours, ce qui signifie littéralement que c'est le nouvel an toutes les 3 semaines. Il est cependant peu probable qu'il y ait là-bas une civilisation qui le célèbre. En effet, l'existence même de cette planète est très incertaine, et nous n'en avons pas encore eu de preuves directes. Toutes les autres planètes ont été découvertes par la méthode du transit. C'est lorsque nous pointons nos télescopes directement sur une étoile et que nous observons ces changements de luminosité. Lorsqu'il y a une légère baisse de la luminosité de l'étoile, c'est qu'une planète est passée entre nous et celle-ci, comme ce point-ci. Nous disposons alors d'un court laps de temps pendant lequel la planète se trouve devant l'étoile pour déterminer sa taille et sa vitesse. Il nous arrive parfois d'observer de tels transits de Mercure et de Vénus sur le disque solaire. Et il y a au moins 29 planètes potentiellement habitables dans l'espace lointain qui pourraient observer notre Terre de la même façon. Environ 1715 étoiles, dans un rayon de quelques centaines d'années-lumière, sont parfaitement situées pour cela. Chaque étoile a des planètes autour d'elle, mais seules 29 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable. Il pourrait donc vraiment y avoir de la vie et une civilisation extraterrestre intelligente là-bas. Si c'est le cas, ils pourraient pointer leur télescope vers le Soleil et voir un petit point traverser son disque. Et cela pourrait faire 5000 ans au moins qu'ils font ces observations. Ils pourraient donc savoir comment notre civilisation est née et comment nous avons évolué. De plus, ces planètes sont suffisamment proches pour capter nos signaux radio et même nos émissions de télévision. Mais cela fonctionne dans les deux sens. Les signaux radio voyagent dans l'espace à la vitesse de la lumière. Nous maîtrisons cette technologie depuis environ 100 ans. Donc, s'il y a vraiment une civilisation quelque part dans l'espace, nous capterions aussi leur signal. Mais jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit. Nous n'avons donc aucune preuve de l'existence de la vie sur ces planètes. La découverte d'un système stellaire comme L9859 est très importante pour nous, car nous sommes toujours à la recherche de vie en dehors de notre système solaire. Et les planètes de classe super-Terre sont encore mieux adaptées à l'origine de la vie que la planète Terre elle-même. De telles planètes sont parfois appelées super-habitables. Certains scientifiques pensent donc que la Terre est un bon endroit pour la vie, mais pas le meilleur. Une planète super habitable devrait être 30% plus grande que la Terre et 2 fois plus lourde. En raison de cela, sa gravité serait supérieure, son atmosphère plus dense et sa concentration d'oxygène plus élevée. Ainsi, sa température atteindrait une moyenne idéale de 25 degrés Celsius. La végétation pourrait s'y développer. De plus, une gravité plus forte rendrait la surface de la planète plus plane. Il pourrait donc y avoir plus d'océans que sur Terre, et la vie aquatique y serait beaucoup plus diversifiée. L'étoile hôte joue aussi un rôle très important. Elle doit être plus petite que le Soleil. Plus l'étoile est grosse, plus elle brûle de son combustible. Cela signifie que la durée de vie d'une grosse étoile est relativement courte. Par exemple, la durée de vie du Soleil est d'environ 10 milliards d'années, mais une naine rouge peut vivre jusqu'à 30 milliards d'années. Plus de temps, plus d'opportunités pour que la vie apparaisse et évolue. Jusqu'à présent, les scientifiques ont découvert 24 de ces planètes. Mais cela ne signifie toujours pas qu'il y a vraiment de la vie à leur surface. Mais certains savants pensent qu'il y aurait déjà au moins 36 civilisations avancées dans notre galaxie, en plus de celles de la Terre. Ils ont cherché des mondes similaires sur la carte des étoiles. D'abord, nous trouvons des étoiles qui ressemblent au Soleil parmi environ 100 milliards d'étoiles dans toute la galaxie. Ensuite, nous choisissons parmi elles celles qui sont riches en fer.
De telles étoiles brûlent à la température parfaite et aident les planètes qui les entourent à acquérir un noyau ferreux et à devenir semblables à la Terre. Maintenant, nous choisissons des étoiles relativement jeunes parmi elles, parce que lorsqu'elles vieillissent, elles se dilatent et absorbent les planètes qui les entourent, ou elles les brûlent tout simplement. Une dernière chose, trouvons dans ce groupe les planètes qui se situent dans la zone habitable de l'étoile. Et voilà, 36 mondes sont peut-être habités par une civilisation inconnue. Mais nous n'en serons sûrs que lorsque nous entrerons en contact avec eux.